en charge dans une clinique de fertilité et que vous passez au travers d'un cycle de fécondation in vitro, on vous propose tout plein d'options et de tests qui peuvent être ajoutés au traitement standard. Et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de une de ces options. C'est le PGTA pour Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy ou diagnostic préimplantatoire pour les anomalies chromosomiques. Ce qui signifie qu'on peut faire une analyse génétique sur les embryons issus de la fécondation in vitro avant de les transférer dans l'utérus. L'analyse qui est faite permet de savoir s'il y a des chromosomes ou morceaux de chromosomes en plus ou en moins, trisomie ou monosomie, complète ou partielle. Il faut savoir qu'un des principaux facteurs qui influencent les chances d'obtenir une grossesse lorsqu'on transfère un embryon, c'est la présence d'anomalies chromosomiques. Vous le savez sûrement si vous avez regardé mes capsules précédentes, mais c'est l'âge de la mère biologique au moment de la ponction ovarienne qui va déterminer la proportion d'embryons produits qui porteront une anomalie dans leurs chromosomes. Par exemple, pour une femme de 36 ans et moins, on s'attend statistiquement à obtenir la moitié ou plus des embryons sans anomalie chromosomique, alors que cette proportion va diminuer à moins d'un tiers pour les femmes de 40 ans et plus. En sélectionnant un embryon dit normal, donc sans anomalie chromosomique, on va statistiquement réduire le temps avant d'obtenir une grossesse, augmenter les chances de tomber enceinte après le transfert d'embryon et donc diminuer les risques d'échec d'implantation et les fausses couches. Là, je vous vois venir, vous allez me dire « Oh, mais je vais absolument faire le PGTA, pourquoi on ne me l'a pas proposé d'office ?» Le PGTA, c'est vraiment une avancée technologique exceptionnelle, mais pour bien prendre la décision de procéder ou non avec un PGTA, il faut aussi comprendre les limites. Chose importante à comprendre avec le PGTA, c'est que ça ne permet pas d'améliorer le succès global cumulé de votre cycle de fécondation in vitro. Je m'explique. Si vous transférez chaque embryon un par un à l'aveugle, vous obtiendrez en bout de ligne les mêmes chances de grossesse que si vous faites tester tous vos embryons au PGTA et que vous priorisez les embryons sans anomalie chromosomique. Le PGTA ne peut donc donner aucune garantie d'obtenir des embryons qu'on va pouvoir transférer. Le deuxième élément important, c'est que selon les études scientifiques, le PGTA ne serait bénéfique que dans certaines conditions spécifiques, comme l'âge maternel avancé, les échecs d'implantation répétés ou les fausses couches récurrentes. Effectivement, pour une patiente jeune qui produit théoriquement une plus grande proportion d'embryons sans anomalie chromosomique, le PGTA pourrait n'avoir aucun bénéfice, voire même retarder l'accès à une grossesse ou éliminer des embryons qui auraient pu donner lieu à une grossesse. Mon troisième point concerne le fait que le PGTA ne donne de l'information que sur les anomalies chromosomiques majeures. Même si l'embryon a le bon nombre de chromosomes, cela ne veut pas dire qu'il ne porte aucune condition génétique. Les microdélétions, microduplications ou les mutations génétiques subtiles qui sont comme des fautes d'orthographe dans l'ADN ne sont pas détectées au PGTA. Ce test ne permet donc pas de réduire le risque de 3 à 4% qui existe pour toutes les grossesses, spontanées ou non. Si par contre on sait qu'il y a un risque de transmettre une condition génétique en particulier, là c'est un autre test plus spécifique qui pourra être fait, le PGTM. Je vous en parlerai dans une prochaine capsule. Un dernier point à garder en tête, c'est que le PGTA n'est pas une analyse fiable à 100%. Les cellules qui sont analysées au PGTA viennent d'une biopsie de l'embryon au jour 5 de son développement dans la couche externe de l'embryon qui correspond aux cellules du futur placenta. Les cellules du futur fœtus sont inaccessibles et se trouvent dans la masse interne. Dans la majorité des cas, les cellules du placenta et du fœtus sont pareilles. Mais dans 1 à 2% des cas, on peut trouver des discordances entre les chromosomes des cellules de la biopsie et celle du futur bébé. Cette discordance est due à un phénomène complexe qu'on appelle le mosaïcisme. Comme son nom l'évoque, cela correspond au fait d'avoir des populations de cellules au contenu chromosomique différent, le tout au sein d'un même organisme. Cela veut dire qu'on pourrait obtenir des résultats de PGTA qui sont des faux positifs ou des faux négatifs. Concrètement, ça veut dire qu'on pourrait ne pas permettre le transfert d'un embryon parce que la biopsie montre des anomalies, alors que celui-ci pourrait être normal. Et donc, on pourrait détruire un embryon qui aurait pu donner une grossesse en santé. D'un autre côté, on pourrait également transférer un embryon qui est considéré sans anomalie chromosomique par le PGTA, alors que celui-ci est finalement anormal. Dans ce cas, il pourrait y avoir un échec de l'implantation, une fausse couche ou encore la naissance d'un enfant avec une anomalie chromosomique. Pour résumer, il n'y a donc malheureusement aucune garantie de se retrouver avec des embryons à transférer, ni de tomber enceinte suite au transfert d'un embryon testé avec le PGTA.
des différentes étapes du processus du PGT-A. La fécondation in vitro va permettre la création d'embryons en laboratoire à partir des cellules sexuelles féminines et masculines, soit les ovocytes et les spermatozoïdes. On estime généralement que 70% des ovocytes vont être fécondés dans ce processus et donner des embryons. Environ la moitié des embryons ainsi formés vont survivre et se développer jusqu'au jour 5 après la fécondation. On les appelle alors des blastocystes. Et ils comportent une couche de cellules externes, qui sont les cellules du futur placenta, et une masse de cellules internes, qui est le futur fœtus. Une biopsie de 5 à 6 cellules sera effectuée par un embryologiste expert, puis tous les embryons seront congelés en attendant les résultats. Les cellules de la biopsie sont envoyées dans un laboratoire spécialisé, qui va identifier est-ce qu'il y a des chromosomes en plus ou en moins, soit des trisomies et des monosomies, dans les cellules de la biopsie. Un rapport sera disponible quelques semaines après la biopsie qui va indiquer pour chaque embryon testé leur statut au niveau des chromosomes. Je vais vous parler en détail dans ma prochaine vidéo des différents résultats possibles et de leurs implications. Les embryons qui sont considérés comme transférables vont ensuite un à un être réchauffés avec une survie d'environ 95%, puis transférés dans l'utérus. Quelques semaines après le transfert, on saura si l'embryon s'est implanté ou non. Si l'embryon choisi est considéré sans anomalie chromosomique, on s'attendra à obtenir une grossesse dans environ 60 à 70% des cas. On va maintenant parler plus en détail des différents types de résultats qu'on peut obtenir. Le PGT-A ne permet pas seulement d'avoir une réponse binaire de type oui ou non pour les embryons. Le type de résultat obtenu au PGT-A est très important. Il va déterminer est-ce qu'on utilise ou non l'embryon pour un transfert, mais aussi quel est l'ordre de priorité des embryons et quelle est la probabilité d'être enceinte suite au transfert. Ils vont aussi permettre de savoir quel est le type de dépistage prénatal qui sera recommandé si une grossesse se produit. Il existe 4 catégories de résultats possibles avec le PGT-A. Les embryons euploïdes sont ceux pour lesquels on n'a aucune anomalie chromosomique qui est identifiée dans la majorité des cellules de la biopsie de l'embryon. Sachez que selon les laboratoires de PGT-A, le seuil est mis entre 70 à 80%. Ce qui veut dire que quelques cellules peuvent être anormales. Les embryons euploïdes, c'est vraiment les embryons à prioriser pour le transfert, car ils ont les meilleures chances de donner une grossesse, soit environ 60 à 70% par transfert. Comme ils ont de très bonnes chances de s'implanter, on les transfère toujours uniquement un par un, pour éviter les grossesses de jumeaux, qui sont connues pour augmenter les risques fœtaux et maternels. Sachez que les chances d'obtenir ces embryons vont diminuer quand l'âge maternel avance. Dans le cas d'un embryon qu'on dit aneuploïde, ça veut dire qu'on a retrouvé une anomalie des chromosomes dans la majorité des cellules de la biopsie. Ici aussi, le seuil est déterminé à 70 à 80%, ce qui veut dire que quelques cellules peuvent être normales dans la biopsie. Ces embryons aneuploïdes ne sont généralement même pas considérés pour un transfert, à cause de leur risque élevé pour des échecs d'implantation, des fausses couches et dans certains cas, un risque de grossesse atteint d'un syndrome chromosomique viable. Le risque d'obtenir ces embryons anormaux va augmenter quand l'âge maternel avance, mais même des femmes très jeunes pourraient aussi produire des embryons anormaux. Parfois, on obtient un résultat inconclusif. Ça veut dire que l'analyse n'a juste pas fonctionné. Ça revient donc aux mêmes estimations qu'on pourrait faire pour un embryon issu de fécondation in vitro qui n'a pas été testé par le PGT-A. On utilise donc les statistiques qui sont associées à l'âge maternel. Il est tout à fait possible de considérer ces embryons inconclusifs pour le transfert s'il n'y a pas ou plus d'embryons euploïdes disponibles. Lorsque, dans la même biopsie, on retrouve une certaine proportion de cellules avec des anomalies chromosomiques mélangées à des cellules normales, on parle d'embryons mosaïques, de haut ou de faible niveau, selon la proportion. Je vais vous préparer une vidéo spécifique sur ce sujet qui est le plus discuté dans les dernières années dans le domaine de la génétique en fertilité. Globalement, il faut retenir que ces embryons sont possiblement transférables, mais nécessitent un conseil génétique et un consentement éclairé sur les risques et les limites associées. N'hésitez pas à vous assurer auprès de votre clinique que le laboratoire de PGT-A utilisé rapporte cette information sur le statut mosaïque des embryons dans les résultats. Dans les années précédentes, certains laboratoires considéraient ces embryons comme anormaux et des embryons ont été détruits alors qu'ils avaient un potentiel de donner une grossesse. Si le cycle de fécondation in vitro ne donne aucun embryon transférable ou que les embryons transférés ne mènent à aucune grossesse, il s'agira de décider si un nouveau cycle fait partie de vos options. Dans le cas où il y a une implantation suite au transfert et que la grossesse continue, on va probablement vous proposer plusieurs options de dépistage prénatal pour les anomalies des chromosomes. Sachez que la plupart des professionnels de la santé qui font du suivi de grossesse ne sont pas forcément super familiers avec les processus de fertilité par lesquels vous pourriez être passé. Si c'est un embryon inconclusif qui a été transféré, les mêmes recommandations de dépistage standard s'appliquent selon l'âge maternel et les autres éléments de votre situation clinique.
Par contre, si c'est un embryon euploïde qui a été transféré et donc sans anomalie chromosomique selon le PGTA, la seule chose qui est vraiment recommandée, c'est l'échographie du premier trimestre qui évalue notamment la clarté nucale. Il faut savoir que le PGTA a un taux de détection qui est similaire au test de dépistage non invasif par l'ADN fœtal pour les anomalies des chromosomes. Il est donc possible, mais pas vraiment recommandé, de procéder à ce type d'analyse qui est généralement en plus payante. Par contre, sachez que les tests de dépistage sérique ou biochimique qui sont offerts au public sont vraiment moins bons que le PGTA pour détecter les anomalies chromosomiques. Ils sont donc vraiment déconseillés dans ce contexte pour l'évaluation du risque de problème chromosomique. Le risque de procéder à ce type de test, c'est d'avoir un résultat faux positif, c'est-à-dire de se retrouver avec un risque élevé au dépistage, de devoir procéder à un diagnostic prénatal invasif avec des risques pour la grossesse, pour finalement réaliser que la grossesse, dans la grande majorité des cas, n'est pas atteinte. Si c'est un embryon mosaïque qui a été transféré, en plus de l'échographie de clarté nucale du premier trimestre, il est pour le moment recommandé de procéder directement à une amniosynthèse, donc un dépistage prénatal invasif, où on va faire une analyse spécifique du ou des chromosomes qui avaient été identifiés comme anormaux dans la biopsie de l'embryon. La recherche est super active sur ce sujet, il est donc possible que de nouvelles études puissent modifier ces recommandations dans les mois ou années à venir. Dans tous les cas, gardez en tête que même si un PGTA a été fait chez l'embryon, il existe toujours un risque de 3 à 4% d'anomalies au niveau de la grossesse. Donc les échographies du premier et du deuxième trimestre sont toujours vraiment nécessaires. On arrive à la fin de ma capsule exhaustive sur le PGTA. J'espère que toutes ces informations vous permettront vraiment de prendre une décision éclairée sur le fait de choisir ou non cette option en addition à votre cycle de fécondation in vitro ou de mieux comprendre vos résultats et leur impact sur une potentielle grossesse à venir.